On se retrouve pour le second numéro de votre magazine Semelle chez vous parce que vous servir en toute responsabilité, c'est bien notre devoir. Madame, Messieurs, bienvenue à tous sur Semelle 13 Télévision. Des sujets retenus pour ce second numéro de votre magazine. On parle de la crainte de la crise post-électorale évoquée comme ça par Monseigneur Cholet qui est secrétaire de la SENTCO, secrétaire général de la SENTCO. Que faire pour éviter cette crise post-électorale? Mais vous savez très bien, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, est sorti de son silence sur ce qui se raconte presque partout. On parle de prétendus reports des élections, on parle de dialogue, mais le porte-parole du gouvernement a mis les choses au clair. Il a dit qu'il n'y a aucun report des élections. Ça va bel et bien se dérouler le 20 décembre prochain, mais sans le FCC et l'AMOCA, la crise post-électorale se dessine-t-elle? Voilà la question que notre invité va répondre. Enfin, nous allons parler de la révocation de magistrats civils comme militaires par le président de la République. Vous savez, il a émis deux inquiétudes selon lesquelles la justice ne fait pas bien son travail depuis qu'il est à la tête de ce pays. Mais avec cette révocation et la nomination de nouveaux magistrats, que pourrons-nous attendre? Pour ce faire, nous recevons pour vous Monsieur Berki Lokale. Il est coordonnateur de la plateforme CAP pour un Congo positif, également cadre du Front patriotique 2023, dirigé comme ça par Steve Mbikaï. Monsieur Berki Lokale, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan. Merci, c'est plutôt un très grand plaisir pour moi d'être reçu pour la première fois sur ces beaux plateaux de la Semelle 13 Télévision. J'ai été émerveillé de l'organisation que j'ai trouvée ici sur place. Merci. Je vous encourage pour ces beaux métiers que vous faites, mais surtout coup de chapeau à votre DG qui a des très bonnes capacités managériales. Merci. J'ai parlé de Louis-France qui, c'est grâce à ces bonnes capacités managériales que nous nous retrouvons aujourd'hui en face d'une très belle chaîne qui n'a pas de couleur, qui accepte les différents invités. Oui, en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Très bien, c'est lui, notre invité de cette émission. Elle est avec moi, comme toujours, Madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan, pour la seconde fois. Merci, c'est toujours un plaisir de co-présenter cette émission avec toi. Bonjour Monsieur Berki, bienvenue à vous. Merci Madame Tania. Merci, bonjour. Bonjour également à nos très chers téléspectateurs. Ensemble, nous allons encore passer de très bons moments pour ce second numéro de votre magazine Semelle chez vous. Très bien, merci beaucoup. C'est d'actualité, c'est vrai. Après le Mali, Burkina Faso, le Niger, plusieurs pays comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le tour du Gabon. Vous savez, le président Ali Bongo qui a été proclamé aux élections avec 64% de voix. Et les lendemains de la publication de résultats, l'armée a déclaré comme ça avoir pris le pouvoir et a fermé toutes les frontières. Mais est-ce que quelle lecture pourrons-nous faire justement de cette vague de putsch qui se réalise dans différents pays d'Afrique? En une minute, il va nous donner son avis. C'est vrai, ce n'était pas l'objet de notre débat pour ce matin, mais il va quand même donner son avis. Monsieur Berki, vous avez la parole en 2 minutes. Que dites-vous de ce qui s'est passé aujourd'hui au Gabon? Merci de cette question qui est si pertinente pour moi en tant qu'acteur politique averti. Je crois que l'Afrique est en train de se réveiller maintenant. Vous allez vous rappeler lors du dernier passage du président français sur le sol congolais, il avait été bel et bien récupéré par ce mot et le président lui a dit qu'il ne voudrait plus au fait être regardé avec un œil paternaliste. Donc c'était une phrase qui a
au fait réveiller beaucoup des jeunes Africains pour le moment qui ne veulent vraiment pas dépendre de l'Occident parce que on ne comprend pas le Niger qui est un pays souverain, mais la France veut s'en approprier. Parce que selon l'actualité récente, il y a l'ambassadeur français qui n'a pas voulu quitter le sol nigérien. Oui, il a dit ça lui-même ouvertement. Comment est-ce que tu viens, tu loges dans ma maison, je te loge dans ma maison, puis je décide de te virer de ma maison, mais tu refuses de partir. Vous savez, il n'y a pas de cohérence. Le Gabon, c'est un petit pays très riche qui a un sol extrêmement riche, qui a du pétrole, mais qui a une population si pauvre. Les Gabonais ont compris parce que du point de vue mental, du point de vue situation sanitaire de leur président, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas, au fait, s'éterniser au pouvoir. On ne peut pas rendre un peuple, une population, on ne peut pas manipuler une population pendant des décennies. À un moment donné, la population doit se réveiller. Aujourd'hui, nous avons un jeune qui est en train de monter en puissance, qui s'est revêtu complètement de la casquette de Thomas Sankara. Et je parle ici du jeune président burkinabé qui est en train de pousser la jeunesse africaine de prendre conscience de son histoire et de préparer son avenir. J'ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, que tous ces vieux qui nous ont précédés en politique, personne ne va me contredire, et j'assume personnellement mes mots. La jeunesse n'est jamais l'avenir de demain. J'insiste là-dessus, même quand un jeune finit ses études, il se met à la recherche de l'emploi, il tombe sur une offre laquelle, dans les conditions, il faudrait qu'il ait déjà exercé plus de 5 ans d'expérience. Comment il va exercer plus de 5 ans d'expérience pendant qu'il venait fraîchement de finir ses études universitaires. Donc, on a été floué, ça fait des décennies, ça fait des années. Mais maintenant, ça doit donner une leçon à tous ces vieux qui nous ont précédés en politique, de bien vouloir comprendre que il y a les jeunes qui sont en train de comprendre que ils sont l'avenir d'aujourd'hui. L'avenir des jeunes, il est... si je ne m'abuse, non. Normalement, il est 13h05 à ma montre. Donc, demain, pour un jeune, c'est déjà à 13h06. Demain, pour un jeune, c'est déjà à 13h06. Donc, j'assume mes propos. Les jeunes, on ne peut pas travailler les jeunes on travaille leur esprit en leur disant, en leur chantant à tout moment qu'ils sont l'avenir de demain. Non, les jeunes, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé au Gabon doit donner une leçon à tous ces vieux qui cherchent à s'éterniser au pouvoir. Surtout avec le Gabon, on parle même de la dynastie Bongo. Et justement, à tous ces vieux qui cherchent à s'éterniser au pouvoir, à tous ces vieux qui cherchent à se faire des clans autour d'un pouvoir dictatorial, bien sûr. Il faudra que l'on puisse insister sur le fait que tous ces vieux-là doivent comprendre qu'il y a un temps pour toute chose. Là, les jeunes veulent porter leur Afrique dans la sphère de développement, dans la sphère de l'émergence. Les jeunes veulent porter leur Afrique
dans cette sphère-là. Mais tous ces vieux qui nous ont dirigés pendant plusieurs années, nous avions eu Mobutu, je donne des exemples types. Dans notre pays, nous avions eu Mobutu, nous avions eu Laurent Désiré Kabila, qui a été abattu pendant qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Nous avions eu Joseph Kabila, qui a régné pendant 18 ans. Vous et moi avions les résultats. Nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi, qui, pour moi, en fait, en tant que jeune, je me rends compte que dans 4 ans, il y a eu certaines réalisations positives qui n'ont jamais été faites pendant 18 ans. Ça, c'est une conviction purement personnelle. Je la partagerai avec personne. Mais je la partagerai avec tout le monde qui voudra, bien sûr, me suivre sur mon chemin, sur mon combat politique. Donc, il faudrait que ce qui venait de se passer au Gabon puisse réveiller nos amis d'en face. Alors parce que là, vous faites allusion au Congo-Brazza. Oui, ce sont eux nos amis d'en face. Et donc vous soutenez cette façon pour l'Afrique de se réveiller en quelque sorte. Mais bien sûr, je ne dois que soutenir cette façon du fait que je suis d'abord, je suis jeune. Nous avions eu, écoutez madame, il y a eu des pays qui ont 50 ans d'indépendance, qui ont plus de 50 ans même d'indépendance, mais qui ne sont même pas en voie de développement. Mais des pays qui ont un sous-sol très riche, mais qui ne parviennent pas à se développer. Pourquoi? Parce que il y a la France derrière ça, il y a les États-Unis derrière ça, il y a l'Angleterre derrière ça, il y a les royaumes, il y a une même derrière ça, il y a la Belgique, il y a l'Union européenne qui est derrière ces freins-là qui ne veulent pas à ce que les pays africains puissent émerger. Et c'est ça même qui est à la base de cet exode, de cette population de l'Ouest qui quitte leur sol et tentant d'aller vivre mieux en Europe, mais dont la plupart perdent leur vie sur l'océan. Donc qu'on se le dise, ce sont des histoires auxquelles il va falloir à ce que cette même communauté internationale là qui aime s'approprier des pays africains, qui ne cesse d'imposer sa main sur les pays africains, nous devons nous regarder en face et nous dire des vérités. Et c'est ça que je suis en train de faire. Là, il me regarde en face devant votre chaîne qui a de l'audience, ça tout le monde le sait, personne ne pourra s'opposer. Donc moi je leur dis, en tout cas, il est temps de laisser l'Afrique se développer. Rien n'empêche à nous, Africains, de créer nos propres multinationales. Rien n'empêche à nous, Africains, de développer nos terres. Très bien. Merci. Donc, je ne dois qu'encourager cela. Très bien, merci beaucoup. On peut dire fini avec la dynastie Bongo. C'est un autre vent qui souffle maintenant au Gabon. C'est ce que nous ne souhaitons pas dans d'autres pays, mais vous l'avez dit, le Congo-Brazza a déjà reçu son message parce que on constate également que là c'est difficile surtout de s'exprimer comme ça, surtout pour le jeune. Parler politique c'est compliqué, mais c'est vrai, ils sont reprochés non seulement pour mes gestions, mais ils veulent s'éterniser au pouvoir, raison pour laquelle les différents putschs s'effectuent. Je voudrais rajouter justement dans ce pays. Permettez-moi de rajouter un mot là-dessus. Pas seulement le Congo d'en face, mais aussi à notre ennemi direct, le Rwanda. Voilà. Qu'il, en tout cas, ça lui donne une leçon. Ce qui vient de se passer au Gabon. Parce que ça peut bouger à tout moment chez lui. Très bien, merci. Voilà. Le message est passé. C'est pourquoi j'aime bien la République démocratique du Congo. Le président se succède. 2 mandats, tu bouges, l'autre revient. La démocratie, on a cette possibilité de débattre, de discuter politique sur 2 plateaux de télévision. C'est très bien ça. Alors,
entrons dans le vif du sujet. Monsieur Berki Lokale, c'est lui notre invité, je rappelle. Parlons élection. L'évêque, l'abbé Donatien Cholet, excusez-moi parce que je ne maîtrise pas ses fonctions au sein des églises catholiques, qui émet une inquiétude selon laquelle il pourrait y avoir crise après les élections. Pourquoi? Parce que les opposants veulent qu'il y ait audit, mais la CENI insiste que l'audit a été déjà fait. Et les élections sont prévues pour le 20 décembre. Mais pour lui, il pense qu'il peut y avoir crise post-électorale. Est-ce que vous êtes d'avis? Mais si tel est le cas, que pensez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit le plus tôt possible faire pour éviter cette crise post-électorale? Bon, de toutes les façons, je ne voudrais pas entrer dans les détails de tout ce qu'il a raconté. Ce sont des hérésies. Pour moi, excusez-moi les termes, j'assume mes propos. Je commence par cette interpellation qui est extrêmement importante. Le jour où le Congolais, en général, et les Quinois en particulier, comprendront que l'Église catholique fait partie de ces institutions qui ont mis un frein au développement de notre pays, c'est ce jour où ce pays changera. L'Église catholique a mis un frein au développement de notre pays. De notre pays. On y va. Vous savez pourquoi je vous dis des choses comme ça? Parce que le rôle de l'Église est tout autre que celui de vouloir chaque fois s'immiscer dans les affaires politiques du pays. Le pape a été là, le pape leur a dit, le pape leur a conseillé de travailler avec les autorités d'une manière exemplaire pour pouvoir les aider à améliorer les conditions de vie de nos populations. Ce qui m'intrigue dans le propos de M. Cholet, c'est... M. Cholet a tenu des propos qui touchent à la cohésion nationale. Parce que il a parlé du tribalisme. Je vais vous faire une petite histoire dans notre pays. Nous avions eu 3 présidents au niveau de cet organe-là, de la commission électorale, la commission à la CENI, la commission électorale. Nous avions eu 3 présidents de l'espace Swahiliphone, si je ne m'abuse. 3 présidents. 3 présidents de la CENI, de l'espace Swahiliphone, de la commission électorale nationale indépendante. Oui, de la commission électorale nationale indépendante. Et les 3 présidents qui ont été là, par 2 fois, le président de la République passé, l'ancien président de la République a été proclamé président de la République, selon les résultats que ces 2 présidents nous avaient proclamés. Là, vous faites ici allusion... J'ai fait allusion, je peux leur citer, il n'y a pas de problème. J'ai fait allusion à Apollinaire Malou, qui est du Kivu, Ngoï Mulunda, qui est du Katanga, Corneille Nangaa, qui est aussi de l'espace Swahiliphone, parce qu'il est de la grande province, de l'ex-province orientale. Voilà. Les présidents et l'ancien président étaient du même espace que ces 3 présidents de la CENI, ces anciens 3 présidents de la CENI. Donc le mal pour Denis Kadima, les péchés pour Denis Kadima, c'est d'être louba d'origine. Parce qu'on ne peut pas prétendre prêcher. Les propos qu'a tenus M. Cholet, si ces propos sortaient de la bouche d'un acteur politique, il allait laisser passer ça comme ça. Oui, bien sûr, il allait laisser passer ça comme ça si c'était un acteur du côté de l'opposition. Cholet allait laisser passer ça comme ça.
Mais si c'était un acteur du côté du pouvoir, Cholet ne pouvait jamais laisser passer ça comme ça. Mais il n'est pas une star. Tout ce qu'il est en train de raconter, n'est pas vrai. Mais il évoque, il a Non, parlé non. du président de la CENI, c'est vrai. Non, il a dit que la CENI, il a dit que la Cour CENI, constitutionnelle, il a dit que non. peut y avoir des réunions où l'on peut discuter en langue nationale que de le faire dans une langue officielle. Non. C'est le français que nous connaissons. Non, monsieur Nathan. Ça, c'est un débat qu'il faudra balayer une seule fois pour toutes. Jamais un pays ne s'est développé en se penchant sur les tribalismes. Jamais, nulle part ailleurs au monde, un pays s'est développé en se penchant sur les tribalismes. Ce que veut Monsieur Abbé Cholet, l'autre fois, ils étaient en train d'organiser des marches, des conférences de presse pour dire qu'ils ne voudront jamais accepter, que le peuple congolais ne va jamais accepter à ce qu'il y ait report des élections. Mais aujourd'hui, il a changé d'avis. Il dit qu'il est pour qu'il y ait report. Mais vous voulez, écoutez, vous voulez quelque chose et son contraire. Mais il a bien précisé. On doit se le il a dire. bien précisé parce qu'il on doit se le dire. Le peuple n'est plus dupe. Le peuple congolais n'est plus dupe. Le peuple congolais sait voir qu'il y a une petite portion. Il y a certains individus qui ne sont même pas au nombre de 50. Il y a certains individus, je vous dis, qui ne sont même pas au nombre de 50, qui ne veulent pas à ce qu'on aille aux élections. Mais ils sont que dire de ces millions de Congolais qui se sont fait enrôler? Que dire de ces millions de Congolais qui ont déposé leur candidature? Que dire de ces millions de Congolais qui se sont mobilisés pour accompagner ces échéances électorales de 2023? Non, qu'on se le dise. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul opposant? Il n'y en a que 2 qui n'ont pas voulu participer aux élections. Et les 2 qui sont toujours inconstants dans leur discours. Ils ne peuvent pas conditionner l'organisation des élections d'un grand pays comme le nôtre. Ça serait une grosse erreur à ce qu'il y ait encore quelque chose, ou bien une sorte de dialogue autour d'une table. On finira par partager le pouvoir. On ne veut pas ça. Le président Félix a promis les élections et il est en train d'en arriver là. Mais c'est tout. On ne veut pas. Écoutez, il y a un problème qui se passe là. Tous les bruits qui courent dans les médias, dans les réseaux sociaux, toutes les différentes phrases qui sortent des bouches de certains leaders, entre autres de la Mouka. Mais la Mouka, je rectifie, la Mouka n'appartient pas à Martin Fayoulou. Parce que Mouzito va aller aux élections. Voilà. Mouzito ira aux élections. Et Mouzito a même aligné ses candidats. Mais Martin il a même aligné ses candidats. Alors, monsieur Berki, Martin Fayoulou, c'est peut-être un problème de moyens. Peut-être. C'est un problème de moyens. Écoutez, un opposant dans ce pays, lorsqu'il n'a pas de moyens pour participer aux échéances électorales, nous savons qu'il aura toujours des raisons à pouvoir avancer pour discréditer les élections. Mais maintenant, je voudrais... Mais maintenant... À cette question-là, il a déjà répondu, c'est pas le problème de moyens. Il ne viendra jamais vous dire qu'il manque de moyens. Il veut l'audit externe du fichier. Alors, Madame Tania, Madame Tania, lorsque les États-Unis organisent leurs élections, lorsque la France organise leurs élections, la France a besoin des observateurs internationaux. La France nous a déjà appelé une fois, ou la France a déjà contacté. Attendez, pardon, s'il vous plaît. Attendez, oui, attendez. Je suis en train de vous expliquer. Lorsque la France organise ses élections, lorsque le Royaume-Uni organise ses élections, lorsque tous ces pays-là de l'Union européenne organisent leurs élections, y compris les États-Unis, est-ce qu'ils font appel à des observateurs internationaux? Entre autres, ils pensent à l'Afrique, ils pensent aux observateurs africains pour aller observer leur organisation des élections. Jamais, ça ne s'est jamais fait nulle part. Mais comment est-ce que nous avons, nous, des opposants dans ce pays, pendant que le peuple congolais ne veut plus
à ce que l'Europe puisse nous regarder avec un œil paternaliste. Mais les opposants nous envoient, nous retournent toujours dans cette phase de choses. On ne parvient pas à comprendre. Les gens qui détruisent ce pays, les gens qui ont détruit ce pays, je m'assume, les gens qui ont détruit ce pays, ce sont les politiques. Les jeunes ne vont jamais comprendre. Ce sont les politiques. Et les gens, écoutez, politiques. non, c'est vous. J'ai bien dit les gens qui ont détruit ce pays. Les gens qui ont détruit, je ne dis pas les gens qui détruisent ce pays, mais j'ai dit les gens qui ont détruit ce pays. Parce que je suis en face. Je suis en face. Je suis en face des acteurs. Je suis en face des acteurs politiques qui nous ont précédés en politique. Nous avions vu leurs aventures. Avec machine, nous sommes avec la machine à voter. Je ne veux pas participer aux élections. À la veille des élections, il décide, il dit à ses électeurs, quand il y a la machine, ne votez pas. Prenez un stylo et un papier, écrivez mon nom, Martin Fayoulou, déposez dans l'urne. Et après, il s'est ressaisi. Et après, vous voulez vous réclamer président de la République. D'autant plus que vous aviez interdit, jusqu'à la veille des élections, vous aviez interdit à vos électeurs d'aller utiliser la machine à voter. Monsieur Barki. Mais nous avions eu, madame, s'il vous plaît, nous avions eu des candidats. Attendez, permettez-nous de vous relancer également. D'accord, écoutez, allez-y. Seconde. Très bien. Mais nous avions eu, dans la même échéance électorale, des acteurs politiques qui se sont dit, ils se sont assumés. Depuis Berlin. Et ils se sont dit, nous irons aux élections avec ou sans machine à voter. Faites allusion, nous irons aux élections. Oui, mais écoutez, qui veut dire que cela n'est pas vraiment le problème s'il faut partir de changement de décision après, M. Berki. Le problème, c'est la confiance pendant ces climats électoraux pour que une façon de renforcer comme ça la cohésion nationale après les élections et éviter le chaos. Est-ce que le chaos, c'est l'Église catholique qui pense qu'il y aura du chaos? Mais moi, je vais vous dire qu'il n'y aura jamais un chaos. Il n'y aura pas le chaos. Ça, je vous donne l'information. Vous allez me recevoir sur votre plateau après les élections. Je vais vous dire qu'il n'y aura pas un chaos. Parce que si jamais, je vais vous dire une chose. Un leader politique de l'opposition est parfois évalué. Il est parfois évalué par rapport à sa capacité à pouvoir mobiliser dans des meetings, dans des marches. Fayoulou l'a démontré à plusieurs reprises. Il l'a démontré à plusieurs reprises, oui. Vous dites il l'avait démontré à l'époque, pendant qu'il était soutenu par Mouzito, pendant qu'il était soutenu par Katumbi et les autres. Non, mais pendant les 5 ans de Félix Tshisekedi, il a organisé des manifestations où il a drainé la foule. Dites-moi. Il est allé à l'Équateur, il a manifesté, il a organisé une grande activité. La dernière manifestation que Fayoulou a organisé, la dernière manifestation que Fayoulou a organisée, le 20 mai dans 2023. la capitale. Nous avions tous les images, nous avions vu que cette manifestation n'a nullement pas réussi. Mais vous reconnaissez que ça a été... Et je vais vous dire une chose. Comment réussir du moment où les gens sont en train d'être... Lorsque on est leader politique, un leader politique doit savoir imposer son charisme et ses capacités managériales dans la tête de ses membres, dans la tête de tous ces gens qui sont en train de les suivre derrière. Mais lorsque par plaisir, parce qu'on est acteur politique, nous devons ramasser certains bandits, certains jeunes qui ne sont que là pour s'aimer les troubles dans la ville-province de Kinshasa, nous les recrutons et nous disons que nous sommes acteurs politiques. Non, nous avons tous les images, nous avions vu ce qui s'est passé au stade. La police n'avait jamais réprimé. La police a réprimé les Koulouna. Là n'est pas l'objet de notre débat. Alors, vous avez dit, attendez, vous avez dit que Martin Fayoulou c'est un problème de moyens. Et si Martin Fayoulou c'est un problème de moyens, que dire alors de Kabila qui ne veut pas lui aller aux élections? Est-ce que c'est aussi un problème de moyens? Kabila, c'est d'abord un problème d'organisation. C'est d'abord un problème d'organisation. Fayoulou, le problème du moyen. Kabila, un problème d'organisation. Voilà, je vous explique. Aucun opposant. Je vous explique. Je vous explique. Allez-y.
Kabila s'est vu d'abord perdre plusieurs membres, plusieurs caciques de sa famille politique. Tel qu'il est là, peut-être que vous pensez que c'est... Kabila, c'est un acteur politique comme tout autre acteur, mais il a sa philosophie. Sa philosophie était d'abord de faire un pas de recul. Ça, c'est selon ma pensée à moi. C'était d'abord de faire un pas de recul, comme l'avait fait l'UDPS en 2006. L'UDPS n'avait jamais participé aux élections en 2006. Mais c'est connu, l'UDPS n'a pas participé parce que certainement, selon les informations, l'UDPS n'avait pas d'agrément. C'est ça l'information que nous détenons. Non. Allez-y. Non, c'est pas ça. L'UDPS était aussi en train de contester l'organisation des élections textuellement, comme Fayoulou est en train de le faire, et leur porte-parole, Monsieur Chollet. Monsieur Chollet est maintenant porte-parole de l'opposition. Moi, je le nomme officiellement parce que il se bat rien que pour 3 personnes. Si pas 3, peut-être 2. Il se bat pour la cause du peuple? Non, il ne se bat pas pour la cause du peuple. Quand on se bat réellement pour la cause du peuple, on doit accompagner l'organisation de ces élections. Mais comment eux, ils sont en train de demander, ils veulent à ce que ils font appel aux observateurs internationaux. Hein? Non. Et ça, c'est pas accompagné. Mais écoutez, d'abord, Chollet n'a jamais été crédible dans ses propos. Vous vous rappelez, lors des échéances électorales passées, on lui pose la question sur un plateau de télévision. On lui dit, par rapport au financement, par rapport au téléphone des observateurs, il a dit, ils ont acheté des milliers de téléphones à leurs observateurs. Et après, il s'est contredit. Donc déjà, lorsque vous avez un pasteur qui ne sait pas ce à quoi il est appelé, ça devient très dangereux, quoi. Sa mission apostolique devient très dangereux. Ça ne sert à rien de vouloir chaque fois s'y mixer. À force, vous voulez pourquoi je vous dis que l'Église catholique fait partie des institutions qui ont fait frein au développement de notre pays. C'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Qui ont organisé, qui ont chapeauté et qui ont fait à ce que qu'il y ait dialogue en 2015. Mais c'est l'Église catholique. Non. C'est l'Église catholique. L'Église catholique avait aidé les parties prenantes. Non, c'est l'Église catholique. Donc, parce que l'opposition voulait les élections. C'est l'Église catholique. Pourtant, le pouvoir n'était pas encore prêt. Et raison pour laquelle il y a eu ce dialogue. L'Église catholique a justement aidé les parties prenantes. Est-ce que vous vous rendez compte que ces assises-là ont été organisées par l'Église catholique? On est d'accord là, j'espère, monsieur Nathan. Oui, question de le parti prenant. Ces assises ont été organisées par l'Église catholique. Ils nous ont fait frein de 2 ans. Le pays pouvait déjà se développer. Nous avions eu des premiers ministres. Sami Badibanga, bon, n'a pas pris beaucoup de temps, rien que 3 mois. Et après, nous avions eu... le pays a été co-géré avec certains caciques de l'opposition, vous et moi, avant les résultats, qui est très négatif jusqu'à l'organisation des élections. Donc nous avions... Le pays a connu un frein de son développement. Notre pays qui n'est même pas en voie de développement. Mais il a connu un frein de développement à cette époque-là. Donc l'Église catholique y est pour beaucoup de choses. L'Église catholique y est pour beaucoup de choses. Et nous en tant que jeunes acteurs politiques avertis, nous demandons à l'Église catholique de s'occuper de sa mission qui est essentiellement apostolique.
L'Église catholique n'est pas politique. L'Église catholique n'est pas politique. Parce que l'Église catholique cherche à jouer à une suprématie de toutes les églises que regorge notre pays. Vous voyez un peu. Mais l'Église catholique conteste. L'Église catholique conteste les CC. L'Église catholique ne veut plus entendre la voix des autres églises. Non. Non, mais lorsque l'Église catholique constate que... Nous sommes... S'il vous plaît, nous ne sommes pas un pays catholique, nous sommes un pays laïque. Non, lorsque l'Église constate que certaines parties prenantes de ces élections s'inquiètent de cette mauvaise organisation. Quels sont ces partis? Est-ce que vous pensez que l'Église catholique, qui a aussi le rôle de prêcher la vérité, pas le droit de vous pensez que l'Église doit normalement se taire parce que son travail c'est de prêcher la bonne nouvelle? Monsieur Nathan, quels sont ces partis? Ce ne sont pas... Non, mais il y a l'opposition. Ce sont des... Je vous ai parlé de Martin Fayulu. L'opposition qui n'est même pas organisée. Je vous ai parlé de Martin Fayulu qui était deuxième aux élections de 2018. Chadari du FCC du PPRD qui était troisième. Ce sont là les deux formations politiques, le grand même, qui ne veulent pas aller aux élections. Pourquoi? Parce qu'ils ont de préalable l'audit externe du fichier électoral. Qu'ils remettent justement en cause. Également, la Cour constitutionnelle, selon le PPRD et autres. Mais est-ce que vous pensez que les revendications de l'opposition ne sont pas fondées, M. Berck? Est-ce que, par rapport à toutes ces revendications-là, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, en tant qu'humain, en tant que quelqu'un qui maîtrise l'actualité politique de son pays, est-ce que le FCC peut venir vouloir donner une leçon au régime en place par rapport à l'organisation des élections? C'est pas question de donner des leçons, mais lorsqu'ils sont lésés, ils peuvent normalement revendiquer leurs droits. Toutes ces revendications, ce sont des revendications non fondées. Parce que toutes les procédures ont été respectées pour pouvoir déboucher à l'organisation de ces élections. Pas seulement ça, mais toutes les procédures ont été aussi respectées pour entériner Denis Kadima. Mais il faut leur poser la question. Posez la question à cette église catholique. Nous avions suivi, vous et vous, les bouches différentes de toutes les confessions religieuses qui étaient là et qui étaient en train de travailler pour l'entérinement de Denis Kadima. Mais qu'on se le dise, c'est pas quelque chose lesquelles il faudrait discuter derrière les rideaux. C'est des choses qu'il faudra parler et que le peuple en face comprenne que il y a certains individus, il y a certaines personnalités dans ce pays qui pensent que le peuple est encore dupe. Le peuple n'est pas dupe. Le Congolais n'est pas dupe. S'il a été dupé plutôt en 2006, s'il a été dupé pendant l'organisation des élections de 2006, 2011, 2018, vous voulez bien parler? Il n'y a pas de problème. Très bien. Il n'y a pas de problème. Il y a des avis différents. Mais en 2023, le peuple ne sera pas dupé quand même. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas aller aux élections? Parce qu'ils n'ont pas simplement des arguments. Chadari, aujourd'hui, s'il revenait comme candidat aux élections présidentielles, il va tenir quel discours devant les présidents Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, ils vont évoquer certainement peut-être le social, parce que le Congolais s'inquiète également de ces sociales qui... les sociales, c'est partout. Les sociales, c'est partout. C'est pas seulement au Congo. D'ailleurs, l'insécurité à l'est du pays, aussi longtemps qu'on avait une armée qui n'était pas bien organisée, une armée qui était infiltrée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en prenant le pouvoir, il a voulu d'abord restructurer l'armée. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Son mandat est réussi. Ça, c'est cette guerre dans la partie Est. Mais oui, mais il est en train de la réussir. À sa fin. Il est en train de la réussir. Il est certainement en train de la réussir. On ne peut pas prétendre réussir une guerre pendant que, en interne,
il y a déjà une guerre, il y a déjà des infiltrés. Il a compris ce phénomène et il s'est dit de restructurer l'armée. Vous savez, on a été infiltré par des généraux rwandais, tout ça, tout le monde le sait. C'est pas quelque chose qu'il faudra. Avec cette infiltration, ils ont quand même maîtrisé la situation à l'est. Ce n'est pas et ce n'est pas Félix Tshisekedi. Quand on aime son pays, on ne peut pas vouloir infiltrer son armée par une autre armée, par des généraux qui ne sont pas congolais de souche. C'est là où les bas blessent. Ce n'est pas Félix Tshisekedi il est venu avec son armée, il est venu avec ses institutions. Non, Félix Tshisekedi a trouvé ce qu'il a trouvé. Il a trouvé la situation en place. Chose que et il a vu aussi. Hein. Et il a vu que les choses. Il a vu que les choses n'étaient pas en train d'évoluer. Bien sûr, Kabila, la plus grande chose qu'il a eu à faire depuis ses 18 ans, je peux le dire, j'ai partagé ce qu'il a fait de bien, mais ce qu'il n'a pas fait de bien, je peux au grand jamais le partager. Pour moi, Kabila a réussi seulement à unifier le pays. Voilà. Kabila a réussi à unifier le pays parce qu'en prenant le pouvoir, il a trouvé un pays déchiré. Il a trouvé le pays déchiré 4 fois. L'Est occupé, la partie ouest occupée, la partie orientale occupée. Et il est venu, il a joué à toutes ces cartes diplomatiques pour pacifier le pays. Coup de chapeau à lui, mais en pacifiant le pays, et il l'a dit, il l'a regretté, parce que pour pouvoir développer un grand pays comme le nôtre, nous devons toujours penser à notre mentalité, à nos mentalités, comment est-ce que nous réfléchissons pour le pays. Il faudrait que le Congolais, le jour où les Congolais comprendront, et le jour où les Kinois comprendront en particulier que leur mentalité fait partie du frein du développement de la ville-province de Kinshasa. C'est le jour où la ville-province de Kinshasa sera réellement la ville-lumière. Revenons à notre thématique, M. Berki. N'estimez-vous pas que les sorties de l'Église catholique veulent en outre renforcer la confiance au sein de la classe politique et aussi de la population? Non, mais quand vous dites que les sorties médiatiques de l'Église catholique veulent renforcer la confiance au sein de la classe politique, je ne le pense pas, parce que en tout cas sur 100% des acteurs politiques de notre pays, il y a au moins 80%, voire même 85% des acteurs politiques qui ne pensent jamais peuple, qui ne pensent qu'à leur propre avenir, qui ne pensent qu'à leur propre poche, qui ne pensent qu'à s'enrichir, tout ça. Qu'on se le dise, on n'est pas dupes. Mais si on a aujourd'hui 50 acteurs politiques, seulement dans ce pays, 50 acteurs politiques qui portent ce pays à cœur, je vous dis, le Congo deviendra un grand pays. Pourquoi l'Église insiste sur des bonnes élections qui nous donnera de bons acteurs politiques, et voilà, la population pourra se retrouver donc. Est-ce que lorsque les élections sont organisées et que... Madame, excusez. Déjà pour crédibiliser nos élections, il ne faudra pas qu'on dépende de l'Église catholique. Ce n'est pas parce que l'Église catholique est en train de vouloir discréditer l'organisation ou les processus électoraux, que ces processus... parce que l'Église catholique a parlé, que l'on doit se dire non, c'est donc l'Église catholique, la parole de l'Église catholique n'est pas une parole de l'Évangile. Ce qui sort de la bouche d'un Cholé n'est pas nécessairement de l'Évangile. Non. Tout ce qu'il dit là, nous devons les mesurer. Il est en train de... D'abord, il a tenu des propos qui portent atteinte à la cohésion nationale du pays. Très bien. Parce qu'il s'est penché sur la tribu du président actuel de la CENI. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'un prêtre, un pasteur qui a pour mission de gagner les âmes, les âmes perdues, les ramener à Christ, peut tenir de propos comme ça?
Jamais. Très bien, merci beaucoup. C'est inconcevable. Merci beaucoup. 40 minutes d'échange avec notre invité. Je rappelle qu'il est coordonnateur de la plateforme CAP pour un Congo positif, également cadre au sein du Front Patriotique 2023. Il s'appelle Monsieur Berki Lokale. Il nous reste que 5 minutes. Terminons ce 5 minutes avec notre deuxième sujet, parce qu'on a pris du temps sur ce qui concerne les élections, parce que ça intéresse tout le monde. Les nominations, les révocations justement de magistrats militaires et civils. Est-ce que c'est là est justement avantageux pour espérer pour espérer à l'avancement direct justement de notre appareil judiciaire? Lors de la rentrée judiciaire passée, le président l'avait dit dans son discours. Il avait dit qu'il fait appel à l'organe la plus... il fait appel au Conseil supérieur de la magistrature, je voudrais dire, de ne pas hésiter à sanctionner des magistrats qui ne respectent pas leur déontologie, des magistrats qui travaillent outre leur sacerdoce. Et c'est ça qu'il est en train de faire, parce qu'il a reconnu que la justice est en train de mettre un frein à sa vision. Et c'est normal, il a frappé, attendons les résultats. Très bien, merci beaucoup Madame Tene. Une dernière question si vous en avez. Sinon, nous clôturons cette émission. Merci à vous d'être venus. Vous avez 2 minutes justement pour la conclusion. Ça ne peut pas manquer. Je voudrais commencer par vous dire sincèrement merci de ces temps m'accorder pour pouvoir discuter sur une question pertinente liée à notre sphère politique. Mais je voudrais ici penser à toutes ces personnes, à toutes ces femmes, à tous ces jeunes qui se battent derrière moi, qui se battent dans ma vision pour pouvoir redorer l'image de la commune d'Ngaliema, parce que je suis candidat à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Ngaliema. On va en parler lors de la campagne. Effectivement, je pense à toutes ces femmes, à toutes ces mamans qui ne connaissent pas la couleur des autorités, qui n'ont jamais vu les autorités visiter leur coin, qui n'avaient jamais même vu les députés provinciaux visiter leur coin, mais qui entendent de loin que ces mêmes députés sont en train de défendre quelqu'un qui ne gère pas bien la province, la ville-province de Kinshasa. Vous faites allusion au gouverneur. Donc, je salue toute mon équipe de coordination qui travaille avec moi. Je pense à tous les coordonnateurs. Je pense à tous les élèves qui sont en train d'apprendre gratuitement dans mon centre de formation gratuit. Je vous remercie aussi. Coup de chapeau à votre DG que je suis de très près sur les réseaux sociaux. Très bien, avec le Ticota qui est déjà derrière France, effectivement, oui. En tout cas, merci beaucoup. Beaucoup de courage à vous. Merci. Merci beaucoup, madame, messieurs. À vous qui nous avez suivis, ça a été un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. On se retrouve comme ça la semaine prochaine. Enfin, le vendredi, justement, parce que notre émission se 4 fois la semaine, soit lundi, mardi, mercredi et vendredi. Voilà, on se retrouve comme ça le vendredi pour le dernier numéro de la semaine de votre magazine Semelle chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.